pas rendu et l'émir a décidé de mettre un terme aux hostilités. Donc, c'est ça, c'est Horizon. Le rendez-vous de l'histoire d'aujourd'hui sera consacré à l'émir Abdelkader qui a combattu l'armée coloniale française de 1832 jusqu'à 1847. Avec nous pour en parler, M. Hassan Arab, vous êtes professeur à l'université Alger 2 et en même temps vous êtes, je pense, responsable de l'équipe de recherche, texte, histoire et mémoire. Bienvenue, M. Hassan Arab. Merci de l'invitation. Donc aujourd'hui, nous célébrons le 194e anniversaire de la Moubaïa de l'émir Abdelkader. Exactement. Pouvez-vous nous dire un mot sur cet anniversaire? Effectivement, le 27 novembre 1832, dans la plaine de Ris, sous cet arbre symbolique de frêne qu'on appelle communément en Algérie Derdera, l'émir va réunir les principales tribus de l'Ouest avec lesquelles il va sceller un pacte. C'est le pacte donc qu'on appelle la Moubaïa, qu'on a mal traduit, hein. C'est pas au sens de l'allégeance, l'émir n'a pas demandé l'allégeance au sens, mais c'est une exigence pour qu'il soit responsable de la résistance contre l'occupation française. Donc, quelques mois plus tard, il organise une seconde Moubaïa, qui est plus importante parce qu'il va y avoir des chefs de tribus de toute l'Algérie pratiquement qui vont se réunir à la mosquée de Sidi Hassan, l'actuelle mosquée justement Al-Moubaïa au cœur de la ville de Mascara. Et à partir de là, ce sera le début d'une grande épopée qui va se poursuivre dans un premier temps, jusqu'à 1847, la fin donc de la guerre de la résistance de l'émir, mais qui allait se poursuivre ailleurs, que ce soit en exil, mais aussi dans son lieu de retraite à Damas. Pardon, Hassan Arab, donc sincèrement, on n'a nullement le temps. Oui. Pour parler de toute l'épopée de l'émir Abdelkader, parce que c'est tellement grand, c'est tellement héroïque, il y a eu beaucoup d'événements, et je pense que graduellement on reviendra à cette lutte qui était très intense et qui a duré dans le temps. Il ne faut pas oublier que l'émir Abdelkader a combattu pendant 15 ans, c'est-à-dire de 1830 jusqu'à 1962, il n'y a aucune résistance qui a tenu 15 ans face à un ennemi, qui était une puissance. La France à l'époque était une puissance. Donc revenons maintenant à votre ouvrage. Vous avez édité chez l'ENAC un ouvrage intitulé « L'émir Abdelkader et la trahison du Makhzen marocain ». Donc pouvez-vous nous dire les raisons qui vous ont ramené à faire ce travail archivé bien sûr il y a une double raison. C'est une manière tout d'abord donc de rectifier un certain nombre de mensonges qui ont été écrits, dits et défendus par certains, donc ce qu'on appelle les contrebandiers de l'histoire, à l'égard de l'émir Abdelkader. Donc il fallait restituer la vérité historique en se basant sur des documents d'archives, y compris des archives marocaines, sur des témoignages de l'époque, sur des correspondances. Il est question de correspondances de l'émir Abdelkader lui-même, mais aussi d'autres correspondances, y compris de son représentant personnel au niveau du royaume marocain de l'époque, puisque l'émir avait une sorte d'ambassadeur, une sorte de chargé d'affaires, donc qu'on appelait Benjeloun. Donc c'est un personnage haut en couleur, un personnage énigmatique, un personnage intrigant. Il est donc... C'est les intrigues du palais. Il est dans l'intrigue du palais, un petit peu trafiquant d'armes, donc contrebandier. Ce que je dis dans votre ouvrage, c'était lui qui était chargé par l'émir pour acheter des armes. Pour gérer ses affaires. Donc la première trahison, elle se manifeste donc
à travers ce personnage, parce qu'il va, à un certain moment de l'histoire, lui fourguer des armes complètement inutilisables. D'ailleurs, l'émir, j'ai retrouvé la correspondance, c'est-à-dire la lettre envoyée par ce personnage et la réponse de l'émir. Donc, il y a la première lettre, donc l'émir, il lui a dit, l'émir qui est perspicace, intelligent, donc, et diplomate, il ne l'a pas, très cultivé, donc il ne l'a pas accusé directement, donc, mais il lui a dit, attention, la prochaine fois, il faut nous envoyer plutôt des armes en bon état. Et la deuxième, l'émir, il a été obligé, donc il a eu des informations qui l'ont obligé à annuler l'achat d'un important lot de plomb, qui était très très important à l'époque, disant que ce n'est pas la peine de m'envoyer donc la quantité de plomb que je vous ai demandé, je préfère l'acheter au niveau d'Oran, donc ce qu'il avait fait. Donc pour vous dire un petit peu, c'est des pièces d'archives qui sont très très importantes et révélatrices, que ce soit d'un complot qu'on a commencé à tramer à l'intérieur même du palais, mais aussi du fait que l'émir avait compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas par rapport à son égard. Parce que à partir de 1837, l'émir va... C'est-à-dire 5 ans après le début de la résistance de l'émir. 5 ans après, parce que, entre autres, l'émir, il s'est imposé comme personnage incontesté et incontestable par rapport et comme chef charismatique. Et l'émir payait les armes, hein. Elle n'était pas donnée par la monarchie marocaine à l'époque, ni des dons, donc il payait cash. À aucun moment, la monarchie, d'un point de vue historique, à aucun moment, la monarchie marocaine n'a mis un sou quoi que ce soit. Donc il n'a pas contribué d'une manière ou d'une autre à la résistance de l'émir Abdelkader. L'émir payait les achats d'armes et de munitions essentiellement, parce que autre chose, il faut le dire, par la suite l'émir était obligé de construire ses propres usines d'armes. Donc il y a encore les... C'était à Miliana, je pense, à Miliana, là où il y a le minerai de fer. Et puis il avait des correspondances, nous savons, avec les Anglais, donc il attendait souvent l'arrivage des armes anglaises sur les côtes de l'actuelle Ain Timouchen. Parce que les Anglais étaient tout le temps en conflit historique avec les Français. Avec les Français. Donc pour dire que la monarchie alaouite n'a jamais, au contraire, dès le début, n'a jamais aidé l'émir d'une manière ou d'une autre. Au contraire, elle a, dès le début, tenté de déstabiliser la démarche de l'émir dans un premier temps, et puis par la suite, on passe à l'action, parce que l'émir, dès le début, il est adulé et vénéré par toutes les tribus du royaume chérifien, on doit le dire. C'est-à-dire, certains disent que c'est uniquement les tribus du Rif. Le Rif, on doit le souligner, que c'était Bled Siba. Donc, c'est les tribus qui n'ont jamais prêté allégeance à la monarchie. À la monarchie alaouite. Mais nous savons que même à Fès, l'émir était adulé. Et la presse de l'époque, j'ai consulté un certain nombre de journaux, notamment les journaux de 1840, entre 1840 jusqu'à 1847, les journaux français, à un certain moment, tellement le sultan Moulay Abdelrahman sentait une certaine pression, c'est-à-dire populaire, par rapport à ce personnage qui ne cesse de marquer les esprits. Alors il demandait à l'émir de lui envoyer ses vêtements sales, ses vêtements avec la poussière, les vêtements avec lesquels... Elle est dans votre ouvrage. Avec lesquels il combattait. Et il organisait des séances, des rituels bizarres, certains pour montrer au peuple, c'est-à-dire aux tribus marocaines, qu'il vénérait même lui, ce personnage. Et c'était une manière de détourner un petit peu l'attention, parce que dans sa tête, l'émir était le personnage à abattre. Il menaçait en quelque sorte indirectement, il menaçait le trône. Et ce complot va s'exacerber avec l'arrivée de Bugeaud en Algérie,
Et là, Bugeaud qui a mobilisé 106 hommes, 106 000 hommes pour combattre l'émir Abdelkader. Donc, c'est une armée vraiment, pour l'époque, c'est un nombre impressionnant. C'est une armée régulière puissante. Moi, concernant ça, j'aimerais bien aussi apporter de l'eau dans votre moulin, en rappelant, disons, un déséquilibre démographique, pour que les gens comprennent un peu la situation de l'époque. La population de l'Algérie en 1845, elle n'était que 2 millions, maximum 2,5 millions. Déjà, elle a régressé par rapport à 1830 en raison des exactions et des massacres des Français. Alors, la même année, en 1845, la France comptait 35,5 millions d'habitants. Ce qui fait que quand l'émir Abdelkader arrivait à mobiliser un soldat, les Français, eux, peuvent mobiliser 15. Il y a un déséquilibre démographique qui a fait que, disons, la conquête coloniale a été difficilement contenable par la résistance des Algériens. Bien sûr, et puis on doit rappeler qu'il y a une tradition en Europe, c'est la tradition de la Grande Armée, donc l'armée napoléonienne. Donc c'est l'Empire. La plupart des officiers c'était des officiers aguerris sur les champs de... Concrètement, aux résistants des tribus qui n'étaient pas des soldats de métier. De métier, exactement. Donc là, les prouesses réalisées par l'émir nous démontrent toute la perspicacité de ce personnage d'un point de vue historique. Et pourtant, l'émir a gagné plusieurs batailles. Il a gagné plusieurs batailles. Et c'est des face batailles, à une armée aguerrie. C'est des batailles qui ont marqué les esprits. Les Français. Et ce sont ces deux batailles, d'ailleurs, qui ont poussé les Français et les Marocains à sceller un pacte sur le dos de l'émir. Nous avons la première bataille, c'est la bataille de la Marta, donc la première bataille... Grande victoire de l'émir. Une grande victoire de l'émir, et l'ultime bataille, c'est-à-dire l'ultime bataille que l'émir avait livrée contre les Français, c'est la bataille de Sidi Ibrahim. Mais avant, entre les deux batailles, il y a eu un événement qui a fait que l'émir va perdre une bonne partie de son armée, justement. C'est la prise de la Smala au mois de mai 1843. Donc, et à partir de la prise de la Smala coïncide avec, justement, les manœuvres du sultan marocain contre l'émir. Parce que les Marocains ont entamé, à partir de 1840, une campagne. C'était d'abord une campagne. Dans les archives marocaines, on retrouve, c'est le livre Kitab Istirsar, pour que les gens comprennent, parce qu'on peut le retrouver. Non, il y a des documents, il y a des documents qui attestent, où on a chargé quelqu'un, donc Swahili, pour le citer, de s'attaquer à l'émir. Dans un premier temps, il a commencé à dire que l'émir avait trahi la cause algérienne. La cause algérienne, pour vous dire que voilà, c'est quelque chose qui demeure encore dans l'esprit de certains. Donc, même actuellement, il y a des campagnes qui sont menées pour dénigrer l'émir. L'origine de ce mensonge remonte, en fin de compte, à cette époque-là. C'est-à-dire, ce sont les conseillers du sultan qui ont entamé ce type de mensonges, qui ont fait circuler ce type de mensonges pour entamer un petit peu l'image importante de l'émir. Et puis, au même moment, il fallait justifier ce que le monarque alaouite va entreprendre contre l'émir. Il fallait une guerre. C'est-à-dire, on prépare des guerres pour ensuite sceller une paix et sceller une véritable alliance. C'est comme ça. C'est d'où la fameuse bataille d'Isly, de l'été 1845. Là, c'est vraiment le tournant. Non, mais c'est étonnant parce que l'armée du monarque marocain était supérieure à l'armée française. Il était supérieur, on doit le dire. Il avait 130 000 hommes. Donc, il n'avait pas besoin de faire
cette guerre. Il n'avait pas besoin de négocier par la suite la paix. C'est pourquoi on appelle cette guerre d'un jour. Hein, la bataille c'était un d'Isly. jour, c'était un jour. C'était un jour. Et puis, Bon, juste avant, il y avait la canonnade de Tanger. Bon, mais c'était rapide, c'était quelques véritablement jours. ce qu'on appelle une guerre prétexte. Éclair. Une guerre éclair, prétexte. Une guerre prétexte pour un petit peu, chasser l'émir donc de sa retraite de la Moulouya. À l'époque, c'était la frontière entre... La frontière Moulouya. Ah oui, c'était la frontière. Donc, ceux qui disent que l'émir était dans le territoire marocain se trompent lourdement parce qu'il était en territoire algérien. C'était en quelque sorte sa retraite. Il avait, c'est vrai, il avait sa base arrière, en quelque sa sorte. base arrière. Donc, après la prise de la Smala en 1943, il va mobiliser une petite daïra. Donc c'est moins... c'est vrai que la Smala a été composée d'un nombre important de militaires, en dépit donc des autres, de la composition générale de la Smala, mais nous savons qu'il avait beaucoup plus de blessés, etc. Donc il a limité ses déplacements à une simple daïra, dont le campement se trouvait donc sur la rive gauche de la Moulouya, en territoire algérien. C'était une retraite pour s'organiser. C'est là qu'il va justement préparer la fameuse bataille de Sidi Ibrahim. Donc on revient à cette bataille d'Isly, la guerre d'Isly, parce que c'est une guerre prétexte, et tous les documents de l'époque, les documents de l'époque, la presse de l'époque disaient que c'était une guerre. Il fallait une guerre pour faire la paix et sceller une véritable alliance entre le Maroc et la France. Entre le Maroc et la France. Ça sera donc le traité de Tanger. Le traité de Tanger, c'est un véritable coup de poignard dans le dos de l'émir, parce que quand on lit le traité, d'ailleurs j'ai repris le traité donc en annexe dans le livre, il n'y a que l'article 4 qui... même toute la presse disait qu'il y avait un seul article dans ce traité, c'est l'article 4 et le dernier. Je vais expliquer pourquoi. L'article 4, il est clairement déclaré que l'armée, le monarque marocain s'engage à pourchasser et à lutter contre l'émir Abdelkader sur le territoire marocain et les Français au niveau du territoire algérien. Ça, c'est le traité. Le deuxième article, c'est le traité. Le dernier article du traité de Tanger, ils annoncent le traité de l'Alamarnia, c'est-à-dire le traité du découpage frontalier, qui a été fait également au détriment de l'émir. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le monarque alaouite avait des visées sur la plaine de la Tafna. Donc, on doit le dire, il voulait s'accaparer de cette plaine riche, fertile, etc. Mais les Français, lors du traité de l'Alamarnia, ils se sont limités. Donc, on lui a quand même attribué une partie de Oued Moulouya, pratiquement jusqu'à la limite de la frontière actuelle. Donc, c'est pourquoi on dit que les deux traités ont été élaborés, signés, scellés sur le dos de l'émir Abdelkader. Ça, c'est le premier acte vraiment de la trahison, parce que il est écrit noir sur blanc que le monarque marocain allait lutter, allait lever une armée contre l'émir. C'est-à-dire, l'émir, après ce traité de l'Alamarnia, l'émir s'est retrouvé au milieu. D'un côté, tu as les 100 000 hommes de Bugeaud, et de l'autre, tu as 37 000 hommes. 37 000 hommes de Moulay Abdelrahman. Moulay Abdelrahman va lever une armée de 37 000 hommes pour lutter contre combattre les Français ou bien, mais combattre spécialement pour combattre l'émir. Donc il y a eu un premier affrontement sur la frontière qui s'est soldé par donc, la défaite des forces marocaines, grâce à l'intelligence de l'émir, parce que la première bataille, qu'est-ce qu'il fait l'émir? Il va oindre ses chameaux avec de l'huile, et l'on a fait donc des torches mobiles, il les jette, il les lance sur les campements de l'armée marocaine.
Et ça sera donc le premier revers de cette armée de Moulay Abdelrahman. Mais la deuxième, on est en 1847. C'était pratiquement... 1847, l'émir n'avait plus de choix. Il n'avait plus parce que il a été pourchassé partout en Algérie, donc partout. Et tous les historiens, sans exception, hein, c'est-à-dire les historiens disent que en 1847, l'émir ne pouvait pas poursuivre le combat. Pourchassé de part et d'autre, trahi surtout. Trahi du côté marocain. Trahi du côté marocain. Et une mobilisation impressionnante du côté français, évidemment. Avec, il a été trahi sur le plan militaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait donc des agents marocains à l'époque qui faisaient circuler des rumeurs quant donc aux forces de l'émir au niveau des tribus algériennes. Donc on a fait retourner un certain nombre de tribus pour ne plus apporter l'aide et l'assistance nécessaire à l'émir à l'époque. Et finalement, ça aboutit à la reddition de l'émir en 1847. Non, l'émir ne s'est pas rendu. C'est-à-dire, bon, il n'avait pas le choix quelque part. Non, il ne s'est pas rendu et l'émir a décidé de mettre un terme aux hostilités. C'est ça. Non, c'est pour dire quelque part, il n'avait pas le choix. On voit ces derniers temps des campagnes contre l'émir disant qu'il a trahi alors que réellement la réalité était tout autre. Merci M. Hassan Arab, ça a été un grand plaisir. Et comme d'habitude, parler de l'émir Abdelkader, c'est, ça demande du temps et beaucoup d'émissions. Merci beaucoup. À d'autres rendez-vous à l'avenir. Merci, chers téléspectateurs, et au plaisir.